Nouvel épisode de Canapé Club. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Marie-Chantal Millette, alias Kryptonie. C'est la reine incontestée de la couleur au Québec. Si vous la connaissez pas, en fait, vous allez terminer l'écoute de cet épisode-là. Vous allez avoir envie, premièrement, de repeinturer toute votre maison puis de changer votre garde-robe. Donc, je vous souhaite un bel écoute. C'est super intéressant. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Marie-Chantal Millette, alias la queen de la couleur. C'est ça ton surnom? Ça pourrait. On peut l'officialiser aujourd'hui. Alias Kryptonie. Oui. Je suis contente que tu sois là. Ben, je suis contente d'avoir été invitée. Merci. En fait, je t'ai invitée à la dernière saison. Oui. T'en souviens? Oui. C'était compliqué. C'est toujours compliqué. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, depuis la saison 1, j'ai le goût que tu viennes nous rencontrer. T'es une personne assez incroyable. Écoutez, tout le monde que je connais qui me parle de toi sont tous comme « Non, mais cette fille-là, c'est capoté, là, quand on l'écoute, la couleur, ça n'a pas de bon sens, c'est tout, c'est intéressant. » C'est vrai que t'es le fun à entendre. OK, fait que tu mets la barre haute dès le début du podcast. Oui, soyez prêts, là, parce que Marie-Chantal a assez de quoi qu'elle parle. Non, mais c'est vrai, je trouve ça particulier parce que c'est comme la science de la couleur, c'est pas quelque chose qu'on entend parler régulièrement. Oui. On sort de des années très beige et grises, et en tout cas, on va avoir l'occasion d'en jaser. Mais tu sais, tu détonnes, sur les réseaux sociaux, tu détonnes de ce qu'on voit en général, quoique la couleur revient de plus en plus dans nos design dans nos intérieurs. Bref, t'es qui, Marie-Chantal? Puis tu peux-tu nous dire d'où tu viens, puis c'est quoi ton background, puis nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que j'ai toujours été comme un peu le mouton noir ou peut-être plus la vache mauve. Je sais pas qu'est-ce qui correspond le plus à mon identité, mais tu sais, quand les enfants ils ont un rêve de qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, moi, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'avais envie de faire plus tard. Il y avait vraiment aucune réponse, aucun emploi qui me semblait adéquat. Puis à un moment donné, je me promenais avec mon père chez Renault Dépôt, puis il m'a demandé de choisir la nouvelle couleur de ma chambre, puis j'ai trouvé une couleur qui s'appelait vert calice. Je trouvais ça tellement drôle qu'une couleur a été nommée avec le nom d'un sacre. Fait que quand il est revenu, puis il m'a dit « Puis, ça va être quelle couleur ta chambre? » J'ai dit « Ben, ça va être vert calice. » Puis il a dit « J'en viens pas que la personne qui est payée pour nommer les couleurs a choisi ce nom-là. » Puis j'ai dit « Ça y est, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux nommer les couleurs dans les magasins de peinture. » Puis c'est parti de ça. Puis c'est devenu plus grand que ça au final parce que c'était pas juste devenir la personne qui nommait les couleurs, mais après ça, il y a eu d'autres éléments dans ma vie qui m'ont fait m'intéresser aux tendances, par exemple. J'avais essayé une veste dans un magasin, puis le vendeur a dit « Ah, ça tombe bien, c'est super tendance, ça. » Puis là, je disais à maman « Ben, ça veut dire quoi tendance, maman, tu sais? » Elle dit « Ben, la mode, là, les gens aiment ça, cette couleur-là, ces temps-ci. » Je dis « OK, mais c'est qui décide ça? » Ben, je sais pas, là, c'est juste de même, les designers ont décidé ça. Comme ensemble, dans une réunion, comment ça marche, tu sais, puis pourquoi. Puis là, t'as quel âge à ce moment-là, tu sais, comme le vert Celui-là, calice? j'avais 12 ans parce que je me rappelle, c'était comme le bleu ciel, la veste tendance, puis c'était la première couleur de l'année Pantone. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas comme vraiment d'Internet autant qu'aujourd'hui, puis elle n'était pas aussi médiatisée. Fait que je savais pas que c'était la première couleur de l'année Pantone. Je savais. Plus tard, j'ai pu analyser le pourquoi. Mais ça a vraiment été comme toutes ces interrogations-là, qui décide les tendances, la couleur, tout ce qui tournait autour de la couleur me fascinait, l'art, l'utilisation de la couleur dans l'art. Puis, c'est ça. Après ça, c'était de trouver ma place avec cette envie de faire de la couleur un métier, le cœur du problème, si on veut. Mais tu sais, t'arrives secondaire 4, secondaire 5, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu vas faire après ton secondaire, tu sais. Tu te dis, moi, je veux être une espèce de professionnel de la couleur. Ça n'a pas vraiment de nom parce que ça existe comme pas. C'est comme une job inventée. Tu fais quoi? Tu t'en vas au cégep en quoi? C'est quoi ton parcours? Ben là, au début, je rushais là, à trouver mon parcours. Puis mon père, qui est toujours comme un bon conseiller puis un mentor dans ma vie, disait, ben peut-être que si tu t'en vas en marketing ou en design graphique, tu sais, puis tu fais des logos, tu vas pouvoir choisir des couleurs pour des images de marque. Puis j'avais pas vraiment d'autres comme idées secondaires de comment je pourrais faire des choix couleurs. Donc, j'ai étudié en design graphique. Puis on dirait que j'en avais pas assez. Comme il y avait pas assez sur la couleur. Fait que là, j'ai commencé à passer au peigne fin les écoles qui avaient les plus gros programmes. Puis j'ai juste décidé, à l'époque, d'aller chez Sidley, qui est une super bonne agence de pub. Puis je me suis assise avec un des fondateurs, puis j'ai dit, si je vais dans une école dans le monde que tu peux pas me refuser pour travailler chez Sidley en revenant, c'est où? Puis au top de sa liste, il y avait Creative Circus à Atlanta. J'ai pris mon billet d'avion la semaine qui a suivi. Je suis allée visiter avec mon père, puis l'école Creative Circus était réputée pour être une des meilleures écoles au monde en publicité, mais aussi avec un fort programme de la couleur. Fait que j'ai déménagé là à Atlanta pendant 2 ans. Je suis revenue ici. T'as quel âge à ce moment-là? Là, oh mon Dieu, le calcul mental.
Mais là, tu as travaillé, dans le fond, tu as étudié en graphisme. J'ai étudié en graphisme, fait je une suis allée technique, directement un bac. là-bas en 2012. Puis là, je suis pas très bonne en maths, je dois avoir 23, 24. Là. OK. Là, je reviens ici, j'ai une job dans une agence de pub pendant quelques mois, je fais 0 choix couleur, je commence à déprimer, puis j'ai même pas commencé à travailler, tu sais. Je trouve ça vraiment rough. Fait que je décide, moi, que je vais devenir experte couleur à mon compte, là, après 2 mois d'expérience en agence. Puis là, j'apprends que Leatrice Eisman, qui est mon idole de toujours, parce qu'elle avait écrit tous les livres que moi, j'ai dévorés comme en secret par rapport à la couleur, c'est la seule personne que je peux identifier qui avait fait une carrière complète basée sur la psychologie de la couleur avec ses livres et en inventant le concept de la couleur de l'année, parce que Leatrice Eisman, c'est elle qui a inventé le concept de la couleur de l'année. Et c'est elle qui choisit encore la couleur de l'année. Avec Pantone. Avec Pantone. Elle est directrice exécutive chez Pantone. Pantone est ce qu'il est aujourd'hui grâce à Leatrice Eisman. OK. Et moi, je vois qu'elle donne une formation par année, ben je vais faire la formation avec elle. T'sais, moi, c'est l'équivalent de, je veux devenir chanteuse, puis j'ai comme 3 jours avec Céline Dion en privé. Ouais. C'est ça pour moi. Parce que c'est comme, je peux voir quelqu'un qui l'a fait. Parce que moi, tout le monde me disait, ah, c'est impossible, personne ne va te payer pour choisir des couleurs. T'sais. Mais je voyais une femme qu'elle était payée pour choisir des couleurs. Toute sa carrière était autour de la couleur. Fait que pour moi, c'était très impressionnant puis inspirant. Puis là, elle explique comment elle a choisi la fameuse couleur d'Alain Pantone, qui est aussi... Puis comment qu'elle a choisi, Marie, la couleur? C'est ça, la grosse question. Tu sais, c'est comme le pouls sociétal du monde, le pouls politique. On regarde vraiment qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale pendant 1 an. Puis la couleur de l'année est supposée répondre avec un antidote basé sur la psychologie de la couleur. Fait qu'on peut tracer des événements politiques à chaque couleur de l'année qui a été nommée. C'est pas... La couleur représente ce qu'on a vécu dans la dernière année, c'est l'antidote à ce qu'on a vécu. C'est supposé, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on est en train, ce qu'on a vécu, on est encore en train de le vivre? Est-ce qu'on a espoir de vivre quelque chose de nouveau? Fait que ça dépend vraiment du climat. Il faut vraiment prendre le pouls, tu sais, moi, pour prédire les tendances, que ce soit la couleur de l'année ou des tendances plus vagues. Je prends énormément de notes, puis je regarde les nouvelles, la santé, le climat. Tu sais, il y a beaucoup de ma job, ouais, qui est une partie d'analyse. Puis là, après ma formation, je dis, ce serait fou que une fois que j'ai encaissé sa méthodologie, je réussisse à prédire la couleur de l'année Pantone puis me faire un petit coup de pub parce que justement, j'essaie de vivre de mon expertise couleur. Fait que j'envoie ma prédiction pour la couleur de l'année à des journalistes qui me connaissent pas du tout. Puis je leur dis exactement le nom de la couleur. Je dis la couleur de l'année Pantone va être Radiant Orchid avec le code. Puis je dis si j'ai raison, vous me passerez en entrevue. Mais là, personne ne me parle parce que comme... Mais tu as eu raison. Puis là, au mois de décembre, ben là, ça sort, puis c'est pas juste comme un mauve, c'est exactement celui que j'ai pris. Mais comment, c'est quoi la chance que tu puisses tomber... Tu sais, parce qu'il y en a combien de couleurs? Il y en a des milliers. Là. Il y en a peut-être 2000. Il y en a rajoute à chaque année. Mettons 2500. Puis comment toi, selon ton analyse des nouvelles, du climat politique, de la vie, de la société, comment tu fais pour arriver à nommer cette couleur-là, mais de façon aussi précise? On dirait que je comprends pas comment tu... Là, c'est ça. Moi, je pense que maintenant que je l'ai fait 3 fois, Pantone a changé sa méthodologie à cause de moi. Je sais que c'est comme gros à dire. Là, mais tu penses vraiment qu'ils savent t'es qui, puis que t'existes, puis que t'as fait ça? Ah, garanti. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis allée faire la prédiction pour la couleur de l'année Illuminating Yellow à la télé anglophone, à Global News, puis j'ai gâché leur punch pour la couleur de l'année, j'ai eu un fun email dans ma boîte courriel ce jour-là. Genre quoi? Ben, genre, qui se demandait comment ça se fait. Genre, sans me dire vraiment que j'avais eu raison, ils essayaient d'enquêter sur comment ça se fait que je l'avais, là. Mais comment ça se peut. Ils ont-ils changé leur couleur de l'année? Ils n'ont pas changé leur couleur de l'année, non. C'est j'ai eu Illuminating. C'est celle-là qui a été nommée? Illuminating Yellow, ouais, c'est ça qui a été nommé. Mais comment tu fais? Je veux pas que tu me donnes ton secret, là, ça a changé. Ben, je pourrais te donner mon secret, mais dans le fond, moi, je fais comme... Au mois de juillet, je sais que Pantone s'assoit puis fait comme le travail que je t'ai dit. L'exercice. Ouais. Moi, je fais le même exercice de mon côté. Fait qu'au mois de juillet, je m'assois. J'analyse tout ce que je vois. Puis là, cette année-là, pour Radiant Orchid, admettons, on revient... je regardais... Le mauve revient toujours dans les tendances après des cycles difficiles pour une réinvention. C'est toujours comme ça. Ça va toujours être comme ça. Les gens pensent que les tendances, ça tourne sur une roue avec des dates. Ça tourne sur une roue basée sur des événements très spécifiques. Puis après des cycles difficiles, le mauve revient toujours pour qu'on se réinvente. Et là, justement, après 2008, qui est un événement économique très difficile, on retournait vers, OK, ben là, on peut se réinventer un peu. Obama venait de se faire assermenter une 2e fois, et justement, ses filles portaient du violet. Les Ravens venaient de gagner le Super Bowl. Je pouvais joindre du mauve à plusieurs événements, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le climat politique international. Moi, je me dis, ça doit être un mauve, puis ça doit être du orchidée pour plein de raisons. C'est toujours celui-là que j'observe. Même la princesse Kate avec son bébé, la première sortie officielle avec le prince George, elle porte une robe Radiant Orchid. Et là, moi, je me dis, OK,
c'est Radiant Orchid. C'est un orchidée. Je sais pas encore que c'est Radiant Orchid, mais je sais que c'est un orchidée dans ma tête. Et là, Pantone, au mois de septembre, normalement, sort un guide des couleurs tendances de la semaine de la mode à New York pour printemps-été de l'année suivante, avec une vingtaine de couleurs. Et on s'entend que c'est là-dedans, toujours. Historiquement, puis maintenant. OK. Historiquement, la couleur de l'année se cache dans ce rapport. Oui. Fait que moi, une fois que j'ai fait dans ma tête, c'est un mauve, j'ouvre le rapport, et là, il y avait un orchidée. Et moi, j'avais déjà dit qu'il fallait que ce soit un orchidée. C'était le Radiant. C'était le Radiant Orchid. Même chose pour le Illuminate. C'est comme ça que tu l'as pointé. C'est comme ça que j'arrive à fine-tuner. Il était dans leur guide. Fait que c'est comme ça que tu l'as pointé du doigt. C'est comme ça que j'arrive à le pointer. Et là, depuis qu'ils sont tannés parce que Marie-Chantal vole leur punch, quand ils font ce cahier-là, avec la mode, là, tu dis la semaine de la mode, la couleur est plus là. L'année d'après que j'ai fait Illuminating, parce que là, maintenant, ce qui est dérangeant au début, c'est que les journalistes, ils faisaient pas très attention à mes prédictions. Mais là, oui. Là, maintenant, ils font attention. OK. Puis l'année d'après, ils ont inventé une couleur. Elle était même pas dans les livres. Elle n'existait pas. Puis là, j'ai dit, OK, mais moi, je vais plus jouer à ça. Je peux plus. Je vais nommer ma propre couleur de l'année. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce que pour 2024, moi, j'ai dit que ça va être Peach Quartz. Puis eux, ils ont nommé Peach Fuzz. C'était pratiquement la même couleur. Fait que là, moi, maintenant, j'aime dire qu'ils me copient. Et l'année passée, j'ai dit Chocolate Plum et on dit Mocha Mousse. Puis j'avais dit comme publiquement, je l'ai même dit dans Index Design, puis je l'ai dit sur scène, Pantone a comme un choix qui fait du sens. C'est un brun qui évoque le chocolat. Moi, j'ai choisi Chocolate Plum, eux, ils ont choisi Mocha Mousse. Fait que je pouvais pas la nommer précis parce qu'ils m'ont enlevé ma recette, mais je l'ai quand même. C'est capoté. Ouais, je suis contente. puis là, on parle de Pantone, mais tu sais, il y a d'autres compagnies de peinture qui nomment leurs couleurs ouais, les compagnies de peinture, là, c'est difficile parce que là, tu sais que j'ai choisi une couleur de l'année pour une compagnie de peinture cette année. Oui. 2, en fait. J'ai choisi les couleurs de l'année pour Dulux et pour Cico. Ouais. Mais en fait, les compagnies de peinture, il faut pas le voir autant comme on le voit pour Pantone ou pour WGSN. Parce que leur but, là, c'est de vendre de la peinture, OK? Ouais. Fait que, par exemple, Pantone peut nommer une couleur super vive comme couleur de l'année. Il n'y a pas de restriction commerciale, comme par exemple un jaune super vif. Les compagnies de peinture sont un peu plus conservatrices parce qu'ils veulent vendre de la peinture. Absolument. Fait qu'après ça, ils doivent se dire, ouais, OK, on va nommer jaune flash. Mais combien de gens vont vraiment mettre jaune flash sur leur mur? C'est pas tant une réponse sociétale. C'est comme quelque chose d'un peu plus marketing et qui n'est pas nécessairement ajusté au pouls mondial autant qu'une couleur de l'année pour, par exemple, une grosse institution comme Pantone. Mais tu dis ça, mais en même temps, je sais que tu étais surprise que Benjamin Moore nomme sa couleur... Ben, surprise, un peu outrée même, que Benjamin Moore nomme sa couleur un gris. Oui. Parle-moi de ta relation avec le gris, puis explique-nous pourquoi le gris ne devrait peut-être pas être une couleur qu'on utilise tant que ça dans nos intérieurs. Je trouve ça juste dommage, la couleur de l'année Benjamin Moore. Parce que j'ai l'impression qu'on se bat... Ben, personnellement, moi, ma mission de vie, c'est que les gens mettent plus de couleurs dans leur intérieur. Parce que dans les 20 dernières années, on a juste vu une grisification, j'ai inventé ce mot-là, des intérieurs pour décrire la situation. Puis c'est parce qu'on est surstimulé. Tu sais, on est tout le temps sur nos téléphones. On a besoin de faire le vide. Puis le gris, ça offre là, ça. Tu nous expliques pourquoi, depuis 2015, ouais, 2014, quand ça a commencé, le gris, là, dans nos intérieurs? Ça fait à peu près 20 ans. C'est début des années 2010. Après l'ascension d'Internet, où justement, on a commencé, on n'était plus habitués, là, les services de messagerie. Tu sais, moi, je compare avec les années 80-90, là. Le téléphone sonnait après 8 heures le soir, c'était comme un événement. Ouais. Si tu voulais avoir des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, là, souvent c'est des mauvaises, t'écoutais le téléjournal. À l'heure de ton choix, t'encaissais tes nouvelles. Mais maintenant, c'est plus ça la réalité. C'est que t'as combien de systèmes de messagerie? Tu sais, tu gères plusieurs pages. T'as des emails. Combien t'en as? Tu sais, fais le décompte à un moment donné de combien de boîtes de messagerie t'as et comment les gens aujourd'hui s'attendent à ce que tu répondes automatiquement. C'est vraiment fou là, quand tu commences à faire le décompte. Plus tes mauvaises nouvelles sont en continu sur ton iPhone que tu regardes constamment. Fait qu'on a comme été vers le gris parce qu'on avait besoin de se décharger. Mais ce que j'aime dire, c'est que, puis c'est vrai, c'est que le gris, ça nous recharge pas. Puis ça nous donne pas de l'optimisme, puis ça nous donne pas de l'espoir. Fait que c'est une réponse à une surstimulation. Ouais. Puis c'était correct pour un temps, mais là, on a besoin de re-remplir notre réservoir. Mais pourquoi, de bord, on revient... pourquoi Benjamin Moore prend la décision de retourner C'est ça, moi, j'ai l'impression qu'elles sont pas du bon côté de l'histoire. Je trouve que c'est pas une bonne couleur de l'année, puis c'est difficile pour moi de dire ça parce que tu sais que j'ai déjà travaillé avec Benjamin Moore, puis je les admire beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est vraiment important ce qu'ils font pour la peinture. C'est des pionniers à plein de niveaux, mais je trouve que c'était pas le bon timing, c'est pas le bon message. Ils ont dit aussi que c'était intemporel, que c'est quelque chose qu'on pourra discuter tantôt.
les gens, ils ont déjà du gris sur leur mur. C'est déjà un de leurs best-sellers en termes de couleur de peinture. Ils ont-tu vraiment besoin de lui mettre une couronne alors que les gens ils ont besoin d'être moins fatigués Ça vient comme un peu à mentalement? l'encontre de ta mission. Je trouve ça juste une opportunité manquée d'amener un narratif plus profond sur la psychologie de la couleur puis juste dire c'est intemporel, on en vend déjà, fait qu'allez l'acheter. Bon, on va venir à ça, mais peux-tu nous expliquer, avant qu'on embarque là-dedans, là, tu sais, c'est quoi ta job, Marie-Chantal? Qu'est-ce que tu fais? L'histoire. Parce qu'il y a bien du monde qui comprennent pas, là. T'es la oui. queen de la couleur, mais tu sais comment tu fais pour gagner ta vie? Ben là, beaucoup les formations et les conférences qui est devenu comme un gros morceau de ma job dans les dernières années parce que je verbalise bien puis j'ai envie de partager mes connaissances. C'est devenu aussi, je pense, une mission personnelle parce que je voyais que la couleur est mal comprise, est mal utilisée puis j'ai envie de juste partager mes connaissances. Mais à la base, je suis engagée à toutes sortes de niveaux pour de la consultation couleur puis mes mandats varient énormément. Là, je peux choisir des couleurs de bateaux de pêche, de bouteilles de shampoing puis de murs d'une clinique de fertilité dans la même semaine. Au final, tu travailles encore en marketing, finalement. Je travaille en couleur, tu sais. Ouais. Oui, c'est en marketing, mais dès qu'il y a un choix couleur qui doit être fait, que ce soit pour une couleur d'un logo, que ce soit pour une couleur d'une campagne publicitaire, un emballage de sac de céréales, packaging, consommation, les couleurs d'une bâtisse commerciale, peu importe, ben là, le téléphone sonne, puis c'est comme, OK, ben on a besoin d'une couleur. Choisis parce qu'on veut atteindre tel objectif, parce qu'on veut cibler telle personne ou générer telle émotion, donc c'est là que toi, tu rentres. Ouais, j'amène comme le côté psychologique, j'amène le côté, ben, dépendamment de ce qu'on veut faire, des fois, en côté marketing, ben, on veut vendre plus, ou on veut aller chercher les milléniaux, ou on veut faire quelque chose de précis, mais moi, je peux amener une recette basée sur la psychologie de la couleur, basée sur des facteurs. Tu sais, les gens, ils pensent souvent, je pense que quand j'arrive sur un mandat, j'arrive avec mon nuancier, puis je te sors la couleur du plus profond de mon cerveau, avec mon intuition, mais beaucoup de mon travail, c'est de la recherche. Je pose tellement de questions à mes clients. Comment t'es perçu, comment tu veux être perçu, c'est quoi ton défi, comment les gens perçoivent ta marque. Et là, on va essayer soit de vendre plus, ou si c'est dans du commercial pour, par exemple, un bureau ou une clinique de fertilité, comment on va augmenter le bien-être des gens grâce à la psychologie de la couleur. Fait qu'aujourd'hui, c'est large parce que je choisis des couleurs de toutes sortes d'affaires, mais c'est précis parce que je fais que de la consultation couleur. Oui, c'est très niché. Puis tu parlais du gris, bon, dans les années 2010 en montant, puis me semble que juste avant la pandémie ou pendant la pandémie, on dirait, je me souviens pas, mais là, après ça a été très beige. Ouais. Nos Instagram, c'était que du beige, des décors monochromes. Les influenceurs qu'on suivait, tout était comme parfait, tout était beige, blanc, très propre. Là, il y a comme un gros revirement. Là. On voit de moins en moins ça. Il y a plus de contenu spontané, moins léché, plus coloré. Qu'est-ce qui explique ça là, en 2025? Il y a plein de choses qui expliquent ça. Je pense qu'on a besoin d'avoir de la couleur dans nos vies. La couleur, c'est la joie. C'est prouvé que ça nous fait plus de bien. Je sais pas c'est quand qu'on a commencé à vraiment avoir peur de la couleur. Je pense qu'à un moment donné, par habitude, par lassitude, on s'est juste dit, c'est plus sécuritaire. Mais c'est à cause des réseaux sociaux? C'est-tu... Ben, je pense que c'est comme le bruit mental a fait en sorte que on a voulu arrêter le gris, mais là, on avait peur de la couleur rendue là. Puis qu'est-ce qui est un petit peu plus chaleureux que le gris? Le beige, mais qui n'est pas super engagé comme choix, ben le beige, ça semble être un choix modéré. Ça rentre dans la définition que les gens ont du mot intemporel, qu'on pense que ça veut dire neutre. Donc, il y a eu un shift à ce niveau-là, mais c'est drôle parce que Benjamin Moore, Sherwin-Williams a choisi un beige aussi. Cette année? Cette année. OK. Fait moi, je pense que les deux sont pas dans le bon... C'est comme deux leaders dans la... Mais ils sont pas dans le bon côté dans des de directions l'histoire. qui sont, selon toi, pas actuelles, disons. Ben, c'est pas dommage adapté. parce que les gens ont déjà peur de la couleur. Puis là, on a des compagnies qui sont pionnières dans la peinture qui disent « Ah, ben vous avez raison d'avoir peur. Voici la couleur intemporelle. » Mais, tu sais, gris, c'est une couleur. Beige, c'est une couleur. Mais c'est une couleur qui apporte pas grand-chose à part un déchargement. Puis le beige est un petit peu différent parce qu'il est quand même chaleureux, il est associé au sable, etc. Mais à un moment donné, on peut pas faire un bonheur complet sur du gris ou du beige. C'est ça le problème, c'est que même moi, j'ai déjà eu une pièce grise dans ma maison. C'est comme révolutionnaire quand je dis ça. Mais moi aussi, des fois, j'ai besoin de me décharger, de me déposer, puis j'ai besoin de neutralité. C'est correct? Ouais. Mais je peux pas avoir une maison grise au complet. Parce que là, à un moment donné, on commence à avoir des problèmes de santé mentale. Parce que la couleur, on la reçoit par nos pores de peau. Puis les gens aussi sont surpris, puis ils me questionnent quand je dis ça. Je dis, la couleur, on la reçoit pas par les yeux, là. On la reçoit un peu par les yeux. Mais c'est notre peau qui absorbe le plus de la couleur. La couleur, elle affecte comment on se sent. Puis les gens disent, ben non, comment ça, on absorbe la couleur par notre peau? C'est complètement farfelu. Je dis ça, on n'absorbait pas la couleur comme notre peau. Par notre peau, comment on guérirait les bébés de la jaunisse? Parce que j'ai vu un bébé qui a la jaunisse, qu'est-ce qu'on fait? On lui met des lunettes, puis on lui donne de la thérapie par la couleur avec un rayon lumineux bleu.
pour combattre la jaunisse. Et ce rayon couleur-là va faire en sorte que la jaunisse se dissipe dans son corps. Il reçoit la couleur pas par les yeux, mais par la peau. Par la peau. La couleur, on la reçoit par chaque cellule de notre corps. Et c'est prouvé par multiples études que je te nommerai pas parce qu'on n'aurait pas le temps, que la couleur amène plus de joie. Fait que je trouve ça dommage. Mais est-ce qu'il y a vraiment, je comprends pour l'histoire de la jaunisse, mais est-ce qu'il y a vraiment des études scientifiques sérieuses qui démontrent des effets de la couleur sur la santé mentale, par exemple? Il y en a plein. Il y en a plein. Donne-nous des exemples. Pas juste la santé mentale, mais la santé physique, les deux. Okay. Mais par exemple, les couleurs dans les milieux de travail, qui est comme vraiment mon cheval de guerre en ce moment, parce que je trouve ça dommage. C'est prouvé qu'un bureau gris ou beige va baisser la productivité, particulièrement chez les femmes, et mener à des sentiments de dépression. Ils ont fait une longue étude, des longues mesures pour voir comment les femmes étaient stimulées. Les hommes aussi ont fait l'étude en passant, puis c'est vraiment étonnant, mais eux... C'est pas les mêmes résultats. C'est pas les mêmes résultats. Eux, ils sont moins stimulés, sont moins bien dans du violet, et il y a aussi une baisse de productivité dans du violet. Mais comme c'est moins répandu, des bureaux violets, et on dirait que j'en parle moins. Je comprends. Les bureaux gris et beige sont extrêmement répandus. Mm-hmm. Donc, je trouve ça comme alarmant quand même, à la limite, tu sais. Puis, tu sais, comment là, on parle de design parce qu'évidemment, c'est un podcast qui parle de ça, mais tu sais, la couleur versus le design, parce que toi, tu parles pas juste à des designers d'intérieur, tu parles à des gens qui ont des compagnies, tu nommais des bateaux tantôt. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça s'adresse à tout le monde, ton service. Ouais. Mais en design spécifiquement, c'est quoi que ça apporte, la couleur? C'est quoi l'impact de la couleur? Bien, il y a tellement d'impact, tu sais, ça dépend de ce qu'on veut faire dans l'espace. Moi, je fais juste que du commercial en passant, je fais juste de la consultation commerciale. Fait que quand on a un commerce, on a un but. Fait que le but, c'est est-ce qu'on veut augmenter le bien-être des gens dans l'espace ou on veut vendre plus? Normalement, c'est dans un de ces deux buts-là. Et moi, je vais vraiment me pencher sur la psychologie de la couleur et je vais te donner aux designers les réponses au niveau de la couleur. Mais moi, je suis pas designer d'intérieur. Je vais pas te dire quelle forme ta chaise ou c'est quoi ton plan d'aménagement. Je fais pas semblant d'être qu'est-ce que je suis pas. Moi, je vais te faire un rapport de psychologie de la couleur. Ça te prend telle couleur dans ton espace. Après ça, toi, en tant que designer intérieur, tu peux réinterpréter ça et dire, OK, ben cette couleur-là, je vais la mettre sur un tissu. Cette couleur-là, je vais la mettre sur un mur parce que c'est pas tellement important au final sur quelle surface tu la mets. Je peux dire, OK, ça prend du vert dans l'espace pour telle raison. Puis tu peux décider que tu vas juste mettre des plantes. C'est correct aussi, tu sais. Je comprends. Mais c'est très fascinant. Puis, tu sais, comment t'expliques que les gens n'associent pas la couleur à un décor qui est intemporel? Dans le sens que j'ai l'impression que c'est ça qui fait peur aux gens. Souvent, c'est comme « Ah, mais là, si tu mets de la couleur, tu vas te tanner. » C'est comme un discours qui a été martelé dans les dernières années. Fait que pourquoi les gens pensent que le neutre égale intemporalité? Je me le demande aussi, puis ma marraine, elle avait fait sa cuisine justement avec du gris, puis là, elle commence à être tannée, tu sais. Je dis, c'est pas vrai qu'on se tanne pas du neutre, c'est faux, tu sais. C'est comme cette idée, parce que c'est des gros investissements, refaire sa cuisine, par exemple, ou refaire sa salle de bain. Puis c'est la même chose dans les voitures, tu sais. Les gens, ils choisissent des voitures grises et blanches parce qu'ils pensent valeur de revente, je vais me tanner. Mais la réalité, pour nos intérieurs du moins, c'est que si on choisit des couleurs qui nous font du bien, quand on est bien, on se tanne pas. C'est quand on commence à s'imposer des couleurs qui nous ressemblent pas puis qui nous apportent rien. C'est sûr que là, c'est pas intemporel. T'es pas bien dans ton espace puis t'as choisi la couleur de l'année pour je sais pas quelle raison dans ton mur. Autant je suis porte-parole de l'importance de parler des tendances, autant je suis aussi porte-parole de « mais on s'en fout quand c'est chez toi », tu sais. Mais d'ailleurs, pour Marie-Chantal, la tendance, ça occupe quelle place dans tes sélections de couleurs, par exemple? Pour mes sélections couleurs clients, ça occupe pratiquement 0 place pour un espace commercial ou pour un... Tu sais, on veut que les gens soient bien, c'est indépendamment de... Tu sais, on fait un design, on le fait pour les 20 prochaines années. Parce qu'une tendance, c'est momentané, c'est actuel, c'est là, ça ne durera pas nécessairement dans le temps. Ça dépend aussi des clients. J'ai des clients, par exemple, dans le vêtement. Fait que là, c'est important parce que là, on va vendre des vêtements. Fait que là, je vais leur faire un rapport tendance au niveau de ce qui se passe en ce moment. Mais par exemple, je fais les couleurs d'une clinique ou d'un dentiste. On s'en fout de la couleur tendance. On veut que les gens soient détendus au moment d'aller dans la clinique, qu'ils ne soient pas stressés. Déjà, aller chez le dentiste, c'est anxiogène. Donc, c'est plus ça. C'est que les gens, je pense qu'ils ont peur de se tanner parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais une fois qu'on justifie l'utilisation de la couleur, toi, par exemple, tu as de la dépression saisonnière. Puis c'est là aussi qu'il faut apprendre à connaître son client. C'est profond, là. Je veux dire, le questionnaire que tu poses, il n'est pas en surface, là. Il n'est pas en surface. Puis c'est ça aussi qui est comme le choc des designers intérieurs, parce que, comme je t'ai dit, moi, je fais pas de résidentiel, mais j'enseigne à des designers qui font du résidentiel à mieux connaître leurs clients. Puis là, ils me disent « Ouais, mais là, c'est vraiment personnel. Tu sais, tu veux que je demande à mon client c'est comment sa libido si je refais sa chambre à coucher? » Je dis « Oui, peut-être pas dans la première phrase de ton meeting, tu sais. »
c'est peut-être pas la meilleure phrase à commencer. Essaye de creuser, oui. Tu sais, pourquoi tu refais cette chambre-là? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis essaye de creuser, puis plus tu vas avoir une relation de proximité avec ton client, plus tu vas comprendre ses besoins, plus tu vas pouvoir choisir des couleurs dans lesquelles il va être bien. Puis pour moi, c'est pas tellement important si un bon designer peut faire une belle pièce, mais c'est pas tellement relevant, c'est pas tellement important de faire une belle pièce. N'importe qui, presque à la limite, peut faire quelque chose de beau. Mais un excellent designer va faire quelque chose dans lequel les gens se sentent bien. Puis un sentiment de bien-être, c'est intemporel. Si parce que tu as choisi des bonnes couleurs, la personne qui a un trouble alimentaire, elle se sent moins anxieuse dans sa cuisine, mais ça, c'est intemporel. Absolument. Beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Oui, j'aime l'exemple. C'est très... Fait que c'est ça. Fait que là, des fois, tu le sais pas, dans le fond. Par exemple, le trouble alimentaire, c'est plus répandu qu'on pense. Les designers qui se spécialisent en cuisine ont probablement déjà fait une cuisine pour une personne qui avait un trouble alimentaire. Mais ils n'ont clairement jamais abordé ce sujet-là. Moi, je l'aurais su. C'est délicat. C'est délicat. Mais à un moment donné, plus tu apprends... Pourquoi tu l'aurais su? Parce que j'aurais pas demandé cette question-là directement. Ouais. Mais tu sais, comment tu te sens dans ta cuisine? Est-ce que tu as certaines anxiétés? Est-ce que, par exemple, les enfants font leurs devoirs? C'est énorme. Tu sais, à un moment donné, tu creuses. La personne va se confier sur son niveau de confort. Ça veut pas dire que tout le monde va s'ouvrir à moi, mais moi, j'ai une facilité à juste que les gens s'ouvrent. Fait que j'ai l'impression que il y aurait eu une facilité, puis j'aurais su des choses que peut-être un designer aurait même pas eu le petit début de connaissance. N'aurait même pas pensé peut-être même à aller chercher comme c'est important. Parce que c'est là que ça devient plus intemporel si on a juste choisi des belles couleurs de matériaux, puis que dans le fond, la personne est aussi anxieuse qu'avant qu'on fasse sa cuisine. À quoi bon? À quoi bon? Puis, tu sais, là, OK, on parle de designer, puis, tu sais, il faut dire designer, ça a l'air pas designer. Je me suis fait reprendre. Ah ouais, OK. Ouais, il faut pas prononcer le G. OK. Designer. Puis ils ont des bases, puis ils ont des connaissances, mais tu dis quoi à ceux qui nous écoutent, puis qui ont aucune connaissance en design, puis qui ont aucune facilité à se projeter dans leur pièce, puis à savoir quelle couleur qu'ils aiment, à la limite. Comment ces gens-là, qui font pas affaire avec des professionnels, peuvent se débrouiller pour choisir de quoi leur décor va avoir l'air, finalement. Après, commencer par me suivre sur Instagram. Là, je donne plein de conseils gratuits. C'est une bonne idée. C'est quoi ton Instagram, Marie? Kryptonic Color Agency. C'est ça, OK, parfait. Fait qu'on commence par suivre Marie-Chantal. Mais c'est autre que les conseils gratuits, mais de faire des recherches aussi. Il y a plein de bons livres, puis il y a tellement de connaissances qui sont là, puis... Mais est-ce qu'un conseil simple, ça serait pas de s'écouter un peu? Faut s'écouter, mais il faut faire attention. C'est comme bizarre comme conseil, mais des fois, je pense qu'on a le réflexe de justement... « Ah, j'aime tanner » ou « je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ». Fait qu'on sait pas tellement qu'est-ce qu'on veut. Puis je donne un exemple. Les gens qui aiment le rouge, par exemple, sont souvent des personnes vraiment intenses, tu sais. Ouais. Puis les gens qui aiment le rouge, ils en ont beaucoup dans leur vie parce que ça les prend, tu sais. Puis le rouge, en fond, c'est comme une couleur qui fait battre notre cœur plus vite. Ça nous stimule physiologiquement. Fait que si t'es déjà une personne qui est très stimulée physiologiquement... on va pas les mettre du rouge, là. Tu sais, je veux dire, tu t'écoutes... C'est ta couleur préférée, elle t'apporte quand même un niveau de bien-être, mais d'en avoir partout chez toi, ça t'emmène en overdrive. Hey, c'est drôle, hein? Moi, mon plus vieux, il a un TDAH quand même assez sévère, puis quand il était petit, sa couleur préférée, c'était le rouge, puis tu sais, c'était le rouge, là. Fallait que tout soit rouge, puis dans sa chambre, puis les vêtements, puis on dirait que ça allait bien? On dirait que ça me parle. Ben non, ça allait pas nécessairement. On a eu quelques défis. Mais tu sais, on dirait que ça me parle, dans le sens que probablement que pour lui, c'était comme naturel que ça soit ça, sa couleur. Parce que ça fitait avec sa personnalité. Oui, c'est ça. Souvent, nos couleurs préférées, puis ça dépend des gens, mais ça peut être un reflet de quelque chose chez nous. Fait que là, de mettre cette couleur-là partout autour de nous, ça fait juste encourager notre trait de personnalité le plus fort. Ouais, fait qu'il faut peut-être faire attention, c'est ça. Il faut peut-être apaiser au final. C'est que finalement, peut-être que la bonne couleur pour chez toi, c'est une couleur que t'aimes pas tant. Hein, tu penses? Ça se peut. Ça veut pas dire qu'il faut que t'en mettes partout non plus. Mais donne-moi un exemple. Tu sais, comme moi, j'aime pas le gris. C'est ça que je te dis. J'aime pas ça, le gris, parce que je trouve que ça amène rien. Ouais. Mais moi, j'en ai eu, là, un salon avec un mur gris, parce que j'avais besoin de me décharger, pas parce que j'aimais mon mur gris. Fait qu'à un moment donné, c'est de répondre à un besoin plus profond que juste comme est-ce que j'aime cette couleur-là en surface ou non? Mais je reviens à ton truc du trouble alimentaire, parce que je trouve ça quand même assez poussé comme réflexion. Que tu as une cliente qui veut refaire sa cuisine, qui a un trouble alimentaire, puis elle en parle ouvertement avec toi. Mais tu ferais peut-être pas ça parce que tu fais pas de résidentiel, là, mais... Oui. Tu lui recommandes quoi pour sa cuisine? Mais là, ça dépend de plein de choses dans son processus aussi, puis c'est quoi son trouble alimentaire, parce que là, même dans le trouble alimentaire, il y a plusieurs... Ouais. Mais par exemple, il y a les gens qui font plus comme de la boulimie ou qui vont en des crises puis qui vont toujours vouloir manger. Par exemple, l'orange, ça ouvre l'appétit, puis ça te pousse à vouloir beaucoup, beaucoup manger. Fait que si la personne... Je pensais que c'était le rouge. Rouge aussi. OK. Mais rouge et orange. OK. Fait que dans une cuisine...
pour une personne qui a de la difficulté à contrôler ses s'arrêter, pulsions, j'irais pas dans du rouge ou du orange. Mais là, encore là, je l'ai pas la personne devant moi. Il y a d'autres questions à poser, il y a d'autres analyses à faire. Par exemple, une personne anorexique, qu'elle, ça y prend un petit boost puis une motivation à aller manger, ben peut-être qu'on peut aller... C'est des meilleures couleurs. C'est un peu... Ben rouge, c'est peut-être un peu trop anxiogène. C'est pour ça que j'allais plus vers le orange pour dire orange, boulimie, peut-être pas, mais anorexie, peut-être. Mais là, encore là, il y a plein d'affaires. Mais ça, là, ce que tu dis là, c'est appuyé par des propos scientifiques? Tout ce que je vais présenter à un client, mais là, comme tu vois, je fais pas de design résidentiel, mais moi, j'essaie de toujours aller trouver des exemples ou des études le plus souvent possible pour soutenir. Ça veut pas dire qu'on a une étude pour chaque chose, mais des fois, on est capable de conclure avec des observations des choses. Ils ont fait des analyses, ils ont fait des tests. Il n'y a pas d'études, par exemple, qui ont été faites sur nous avons pris 20 personnes boulimiques et nous avons changé les couleurs de leur cuisine. Mais par exemple, je peux te prouver que le rouge et le marketing vont augmenter, le rouge et l'orange en marketing vont augmenter l'appétit. Ouais. Ils vont faire en sorte que tu manges sans moins réfléchir. Fait que si déjà la personne est boulimique puis elle mange sans réfléchir parce qu'elle est dans un mode pulsion, je comprends. Tu l'aides pas. Fait que là, c'est de juste extrapoler l'information pour l'appliquer à ton projet. Ça veut pas dire que tu vas avoir une étude concluante sur chaque chose. Faut prendre l'information qu'on a et l'utiliser intelligemment. Je comprends. Et adapter aussi aux besoins de la personne. Fait que toi, je sais que tu fais des formations pour designers. Je sais que la population générale peut te suivre sur tes réseaux puis profiter de trucs gratuits, de formations. En tout cas, il y a des formations gratuites. Il y a plein de choses, ouais. Il y a plein de choses gratuites. Mais est-ce que, dans le fond, une designer peut communiquer avec toi pour juste avoir ton opinion sur elle, son design d'intérieur pour un client? Tu le fais. C'est un service que je fais de la consultation pour des bureaux de design d'intérieur. Je fais presque exclusivement... Pour des projets ou pour en général? Tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un va communiquer avec toi pour te dire « Hey, aide-moi, là, je suis un peu pris dans ce projet-là, je sais pas comment m'enligner. » Je fais... Tu sais, c'est vraiment fou parce que j'ai vu des nominés pour ton gala, que j'ai travaillé sur des projets, puis je peux pas le dire. Sur des projets qui ont été nommés ou qui ont gagné, dans le fond? Peut-être. Puis tu peux pas le mentionner parce que... des fois, je travaille comme consultante externe, puis je fais juste comme conseiller. Oui, mais tu prends pas de crédit. Je prends pas de crédit. Je comprends. Fait que je peux venir intervenir à toutes sortes de moments, comme un bureau d'architecte peut dire « OK, ben on a tel projet, qu'est-ce que tu suggères? » Fait que là, je vais faire des suggestions, puis peut-être le client ne saura jamais. Ou ça peut être super abstrait. « Hey, viens donner une formation à nos architectes. Leur couleur préférée, c'est noir, puis ils font rien d'autre. » Ouais. Et ils vont continuer à faire rien d'autre, même après ta formation. Mais ça leur donne des crédits puis pour leur formation avec leur ordre professionnel, j'imagine. Oui, je travaille comme même avec des agences de pub. Il y a plein de mandats, il y a plein de produits qui sont sur les tablettes que j'aimerais dire hey, c'est moi qui ai choisi la couleur de ce sac de céréales-là, puis j'ai signé un non-disclosure, puis c'est juste moi qui le sais, puis je souris dans mon allée de céréales. C'est une belle fierté. Oui. Fait que j'ai touché à plein de choses, mais ça veut pas dire que je peux... Je comprends. Ouais. Que tu peux en parler. Je sais pas si ça t'a rendue heureuse ou si même ça t'a fait quoi que ce soit, mais tu collabores avec Canapé depuis quelques éditions. Je me souviens pas exactement depuis quand puis combien de collaborations, mais ça fait... Je pense depuis le 2. Là. Depuis le 2e. Ouais. On collabore ensemble, puis c'est vraiment super parce que clairement que tu es la sommité pour nous parler de couleurs au Québec. Tu es reconnue comme ça. Puis pour ceux qui connaissaient pas Marie-Chantal, assez de quoi qu'elle parle. C'est assez impressionnant. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai communiqué avec toi il y a quelques semaines, quelques mois, puis je t'ai dit « Hey Marie, en passant, le prochain Canapé a pour thématique couleur. Puis évidemment que ça t'a donné le goût d'y participer. D'ailleurs, c'est différent parce que cette fois-ci, c'est même pas toi qui vas écrire. On va écrire sur toi. Oui, j'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon. J'ai bien hâte. Mais tout ça pour dire que, tu sais, un magazine de design, couleur, tu sais, pour toi, c'est comme un vent de fraîcheur? Ah, on a besoin de ça. Je suis tellement contente que vous l'ayez fait, que j'ai fait partie. Il fallait que j'en fasse partie, là, on dirait, je pense. Que j'en fasse partie ou non, je pense que c'est tellement important que vous le fassiez. Comme, il faut qu'il y ait de la couleur dans notre monde. C'est important plus que jamais. Comme, je la fais l'analyse de l'actualité à tous les jours pour mon travail de tendance. Puis on s'entend que dernièrement, mais en tout cas, dans les dernières années, ça y va, là. C'est lourd. Ça brasse, ouais. On a besoin de couleur, on a besoin de s'accrocher à... Puis, tu sais, quand je parle de la couleur, elle nous donne des choses. Tu sais, par exemple, quand la première couleur d'Alain Pantone a été nommée le bleu ciel, le message c'est en quelle année, d'un ça, bleu ciel, en c'était pour passant? l'année 2000. Ça a commencé en 2000. Oui, c'est en 99, là, les gens que j'ai dit le ça, bug de l'an 2000. Tu sais, comment c'était anxiogène. On pensait que tout allait s'arrêter. Moi, je me souviens de mon party, j'avais 15 ans. Là. Je me souviens que j'étais à mon party, puis j'étais comme, OK, toute pète, il faut que je frenche un gars, parce que c'est le dernier que je vais frencher. C'était ça. C'était ça, là. Les gens qui l'ont pas vécu sont comme, mais vous étiez fous. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle arrivait à minuit? Je sais pas, mais il y avait des flashlights sur le comptoir de la cuisine. On s'est fait brainwasher, là. Mais Pantone a dit, OK, mais là, comment qu'on peut rassurer les gens? On va leur dire bleu ciel, couleur de l'année, Cerulean Blue, parce que
On sait rien C'est par rassurant. rapport au futur, mais on sait que le ciel finit toujours par redevenir bleu. OK. Ça, c'est un message universel. T'as raison, c'est Tu vrai. sais pas ce qui va se passer demain dans ta vie. Tu le sais même pas si tu vas être vivant. Parce que Mais Pantone, historiquement, là, c'est la seule chose qu'on sait. juste pour qu'on comprenne, Pantone, c'est quoi, là? Avant qu'ils nomment leur couleur, c'est la charte universelle, Pantone, c'est quoi? C'est le premier, ouais, c'est ça, c'est dans les années 60, c'est Herbert, ils vont faire un documentaire en passant sur Ça va, le gars. ça va être super intéressant. Ça sort là. Mais là. explique-nous, c'est quoi, en fait? Dans le fond, il n'y avait pas d'université. Avec la mondialisation, on a commencé à dispatcher les impressions. Puis il n'y Ouais. avait pas de charte universelle, par exemple, Coca-Cola. Leur rouge signature, c'est vraiment important. Mais là, ils devaient commencer à faire, admettons, des peluches en Chine. Mais comment eux, Comment en je Chine, communique vont ma faire couleur? en sorte que... Ouais. Puis t'as aussi, dans une imprimante avec du cyan, magenta, jaune, noir, t'as jamais la même couleur. Ouais. Fait que là, on dit, OK, nous, on va créer une charte universelle. Et là, quand je parle à quelqu'un dans un autre pays, puis je dis, OK, mais moi, mon rouge de mon logo, c'est 189C. On parle tous le même langage. L'encre, elle est faite sur mesure. Et peu importe où je fais imprimer mes affaires, toute Coca-Cola, et j'utilise parce que c'est la un même exemple, couleur, et le même, le même rouge. C'est une charte d'uniformisation. Je comprends. Ouais. OK. Fait qu'en 2000, ça date des années 70. En 2000, ils lancent leur première couleur de l'année. C'est un peu une façon pour eux de faire du marketing concernant leur... C'est rendu très marketing, mais je pense qu'à la base, il y avait comme quand même une idée vraiment noble, parce que c'était moins marketing à l'époque, Mais d'aller parler de psychologie et d'offrir la psychologie puis de démocratiser l'accès à ça veut dire quoi. mais j'essaie de comprendre, tu sais, ça a été mis en place. Là, fine, tout le monde a la même charte, mais ça sert à quoi, Pantone, aujourd'hui, si c'est déjà canné puis on sait à quoi ça sert? Ah, mais là, Pantone, à chaque année, on doit revoir les guides. Il y a différentes applications. Il y a des nouvelles couleurs, des nouveaux procédés en métallique. OK. À chaque année, on continue à utiliser des couleurs Pantone et ils Je doivent comprends. fabriquer les encres parce que, si, mettons, toi, tu veux faire imprimer un canapé toujours avec la même couleur de logo, tu dois acheter une encre Pantone puis tu l'achètes à Pantone pour t'assurer que ton logo canapé il est toujours Fait que exactement... tous les imprimeurs de ce monde... qui veulent une couleur précise parce que ça veut pas dire que tu vas faire l'investissement. Si, mettons, tu fais des Exact. cartes d'affaires puis tu te lances en affaires, tu paieras pas peut-être une couleur Pantone. Je Tu comprends. vas faire avec Ça la a- variété. Ça a un coût, ça. Ouais, c'est un coût. OK. T'achètes mais la c'est couleur intéressant. custom, comme ta couleur de peinture. C'est toujours la même couleur de peinture. Ouais. C'est pas l'imprimante qui décide. C'est une imprimante spécifique où tu rajoutes une encre. Ils sont encore faites à la main, les encres Pantone. C'est très intéressant, les gens qui veulent voir ça, mais Fait ils te qu'on a vendent hâte l'encre. On Ouais. a hâte au documentaire. Imaginez un endroit où l'on vient chercher de l'inspiration et d'où l'on repart avec bien plus qu'une idée. Most Société, c'est une marque québécoise qui réunit sous un même toit Maison Corbeil, Most, Jardin de Ville et la Galerie du Meuble. Vous y trouverez mobilier, objets design pour l'intérieur et l'extérieur, allant des grandes signatures européennes aux talents de chez nous. Des lieux pensés pour flâner. Parfois, on y prend un café, on achète un bouquet de fleurs et on repart avec le vase, la lampe et la table d'appoint qui vont avec. T'as parlé dans une ancienne édition de Canapé de ta... Ben, je sais pas si on peut dire que c'est une passion, mais c'est clairement un vif intérêt que tu as pour la population vieillissante. Puis c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec mon chum en fin de semaine, puis il disait « ça sera pas drôle tantôt », tu sais. Il dit là, les maisons se vendent à un prix de fou, mais notre population vieillit tellement, il va-tu en avoir trop des maisons? Tu sais, tu comprends-tu? Le marché va-tu planter parce que finalement, les personnes vieillissantes ne seront plus dans leur maison, on va se ramasser avec un marché où est-ce que la valeur des maisons va déprécier à cause. Tu sais, je sais C'est pas. une bonne question. Je me suis pas penchée sur cet aspect Non, du je sais, problème. mais c'est juste par rapport à la population vieillissante. Notre population vieillit. As-tu des statistiques là-dessus? On s'en va vers quoi, là? D'ici 2065, ça va être une personne sur 3 qui va avoir plus que 65 ans, je pense. D'ici D'ici 2035, c'est une personne sur 4 qui a plus que 65 ans. OK. Déjà, le quart de la population en Fait 2035. que le quart de la population, puis ça, est-ce que Le c'est... tiers en 2065. Puis ça, c'est C'est majeur. l'Institut national du C'est Québec. majeur, là. C'est quand même beaucoup, là, oui. Ouais. Le Japon, c'est comme les tops là, de la population vieillissante. D'ailleurs, toutes les innovations que je regarde, ça vient beaucoup du Japon parce qu'eux, ils ont beaucoup étudié l'affaire, mais Puis en plus, c'est la élevé. population vit quand même plus vieux là-bas, probablement. Là. Ils ont des Oui. des bonnes stats. Il y a beaucoup de choses à étudier dans leur modèle. OK. Mais oui, c'est énorme. Puis, C'est énorme. puis pourquoi c'est venu te chercher ce concept-là? Mais moi, mes grands-parents, c'est mes meilleurs amis. Ouais, toi, t'es vraiment proche. Pour vrai, genre, ma grand-mère, je l'appelle comme 4 fois par jour. Comme à chaque soir, je l'appelle, on parle pendant 1 heure. Mon grand-père aussi, on avait cette relation-là. Puis mon autre grand-mère aussi, on est vraiment proches. J'ai le goût de dire, c'est fou, j'ai failli dire on était parce que là, justement, elle a fait comme de l'Alzheimer. Puis ça, c'est quelque chose qui est malade. vraiment venu me chercher, tu sais. Ouais. Puis quand ils l'ont bougé d'une place à l'autre, elle a dû se faire opérer pour sa hanche, puis elle était toujours déboussolée. Puis je regardais les espaces transitoires dans lesquels elle devait vivre, là, tu sais, comme les CHSLD de ce monde. Ouais. Puis je regardais, puis j'avais pas encore fait aucune recherche, là. Je savais que la couleur peut aider les performances de mémoire, mais sans plus. Je regardais ça, puis je disais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, c'est où la couleur? Tu sais, il me semble qu'une couleur Tu de parles pomme dans les différente- hôpitaux, dans les centres, sont où Ah sont où ouais. les couleurs?
Pourquoi comme pas peinturer des couleurs de porte d'une couleur spécifique pour qu'elle puisse s'orienter plus facilement? OK, mais moi, j'ai la porte rouge. Un petit numéro de même pour quelqu'un qui a de l'Alzheimer, c'est impossible à se souvenir. Fait que j'ai commencé à étudier, non, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a du data pour montrer que la couleur dans un CHSLD ou un RQ, tu sais, pourrait aider. peut aider? Et oui! Et là, ça m'a poussé à vouloir en savoir plus. J'ai monté ma propre formation sur comment adapter le design à la population vieillissante parce qu'il n'y a pas juste tout ce qui est cognitif, mais notre cristallin jauni. Fait qu'à un moment donné, là, on perd notre capacité à voir les bleus. Ouais, ça, tu m'as parlé de ça à un moment donné, même que j'ai fait un test quand on est allé chez Bloom. Oui, il y a un saut que tu peux mettre. Il y a un saut que tu peux mettre qui te fait filer comme vraiment plus vieux, puis tu mets des lunettes, puis en tout cas, t'es comme... C'est assez fou. C'est assez fou. Mais il fallait que tu trouves des épingles, trombones de telle couleur, puis tu vois plus la différence. Mais ça, c'est vraiment vrai, là. Oui, notre cristallin jauni, progressivement, tout le monde a des rythmes différents. Il n'y a aucune façon de ralentir on perçoit plus la réalité tout a l'air jauni. Telle qu'elle est. Tout a l'air jauni. Fait qu'il y a certains bleus qu'on ne voit plus. Ah, puis même les mauves ont l'air bruns. Fait que, tu sais, c'est comme si tu regardais dans une lunette jaune en permanence. Fait que oui, les couleurs sont plus les mêmes. Fait qu'on doit revoir nos contrastes pour la signalétique d'ordre général. Puis aussi, il y a quelques personnes qui vont développer un daltonisme du jour au lendemain. Ça aussi, je pensais pas. Moi, mon frère l'est, puis je pensais que tu naissais comme ça. La plupart, les garçons, c'est presque 10% de la population, presque des garçons, c'est jusqu'à peut-être 1 sur 12. Là. Tu dis qu'il y a 10% de la population masculine qui sont daltoniens? Oui, c'est à peu près... Quand même. C'est à peu près, oui, c'est ça. Puis le daltonisme, c'est tes tons... C'est entre 8 et 12 sur 100, là, fait que ça ressemble à du 10%. Ça, c'est tes tons de brun, rouge... Ça dépend, parce que dans le fond, on a 3 cônes dans l'œil, rouge, vert, bleu. Okay. Et là, dépendamment de quel cône est déficient, dans le fond, parce que c'est comme une déficience au niveau du cône qui a été transmis génétiquement de la mauvaise façon, bien là, on a un problème de cône. Cependant, il y a 3 types de daltonisme. Si on compte pas l'achromatisme où on voit en noir et blanc, qui est très rare. Eh oui, ça se peut, ça. Ça se peut, wow. Oui. Oui, on prend pas. Il y a un gars qui s'est fait inventer. Mais je te dis ça, j'avais un ami avec qui j'allais à l'école qui avait ça. Il avait des lunettes rouges. Ça se peut-tu? Ben, je connais quelqu'un qui s'est fait mettre une antenne, Neil Harbison, puis là, ça scanne, puis ça fait faire un son dans sa tête. Bref. Ouais. Le cône bleu, d'habitude, c'est vraiment presque impossible de naître avec une anomalie au niveau du cône bleu. OK. Mais la tritanopie, ça s'appelle. On peut la développer. Fait que si tu as la maladie du Parkinson, si tu fais de la démence, l'Alzheimer, ça peut générer... diabète de type 2, médicaments antipsychotiques à n'importe quel âge, antidépresseurs, tu peux tout d'un coup perdre la capacité de ton cône bleu. Fait que tu peux devenir daltonien du jour au lendemain à n'importe quel âge à cause de la prise de médicaments ou certaines maladies. Je comprends. Puis plus on avance en âge, plus ces maladies-là sont fréquentes, plus on a des prises de médicaments. Donc, il faut toujours assumer aussi qu'il y a des gens qui sont peut-être pas capables de l'exprimer, qui sont nouvellement daltoniens. Fait que là, moi, est-ce que quelqu'un s'en rendrait compte? Oui, mais pas nécessairement capable de l'exprimer, c'est ça. Ouais. C'est que ça peut être progressif, que le cône dépérit, puis aussi, quand tu as de la démence, tu as de la difficulté à articuler certaines justes réalités. Ouais. En plus à ça, ben, ça ajoute le fait que ton cristallin était déjà pas à son meilleur, peut-être au moment de... Fait que des fois, on le sait juste pas, là. Puis, tu sais, je comprends ton intérêt envers ça, puis ta formation, mais tu sais, qu'est-ce que concrètement tu apprends aux gens, tu sais? Ben là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai monté ma formation, mais là, je voulais en savoir plus. Fait que là, moi, je viens juste de finir une formation sur comment designer des meilleurs espaces pour les personnes qui ont de la démence. Mais moi, je pense pas designer des espaces. Moi, mon but, c'est d'enseigner aux designers et aux architectes comment designer des meilleurs espaces parce que j'ai vu ma grand-mère dans ces espaces-là, puis je me dis, on doit faire mieux. On est obligé de faire mieux en tant que population parce que souvent, les gens vont me dire, ouais, mais là, par exemple, les CHSLD, c'est gouvernemental, ils n'ont pas le budget. À ça, je réponds, la peinture orange coûte pas plus cher que la peinture grise. Il n'y a aucune différence. Arrêtez vos affaires de budget. Ta céramique, tout coûte la... Juste, on paye pas, puis on est chanceux, parce qu'il y a une époque où ça coûtait cher d'avoir de la couleur, mais aujourd'hui, quand tu vas chez Name It, la compagnie de peinture... Pourquoi à une époque, ça coûtait cher d'avoir de la couleur? Ah ben parce que là, on n'avait pas les pigments puis les recettes d'avant, fait qu'avant, ça coûtait très cher, il y avait des interdictions monarchiques. Le dernier pigment, le violet, c'était comme vraiment rare, fait que c'est en 1856. On parle d'une époque lointaine. Là. Mais pas tant que ça. C'est à la fin des années 1800 qu'on a découvert comment faire du violet, puis c'est un accident parce que le gars cherchait une cure pour faire la malaria, puis ça a pas pour guérir la malaria, ça a viré en mauve, puis on a obtenu le premier pigment mauve. Ça a été commercialisé dans le début des années 1900. Fait qu'il n'y avait pas de mauve à l'époque de... Fallait prendre... OK, fait qu'admettons, si on recule vraiment, ça prenait 300 000 petits murex pour faire 1 once de teinture qui était comme des petits escargots, à l'époque, par exemple, de Jules César. Ouais. Fait que pour faire, admettons, une cape en mauve, ben, ça prenait comme des millions. Fait que c'est des gens qui travaillaient de dur labeur. Puis
Ça coûtait très cher. Et en plus, fait que c'était réservé à une royaumes... certaine... Ouais, Jules César, Ouais. même si tu réussissais à t'en procurer, je sais pas comment, puis par quel moyen, ben tu te faisais tuer si tu portais du mauve. Parce que ça valait cher. Ben parce que c'est une affaire de roi. Oui. Puis aussi, en Angleterre, il a été interdit à des gens. Puis ça a été comme... Le Le mauve, dans l'histoire, c'est une couleur qui a été réservée à la plus haute monarchie. Tout le temps. OK. Oui, il y a des couleurs. Ça me fascine ce que tu racontes. Est-ce qu'il y a des couleurs comme ça qui ont des histoires anecdotiques ou comme vraiment intéressantes que... Hey, chaque couleur, elle a son histoire, je trouve. Puis tu sais, je C'est- fais mes midi-couleurs, je fais des conférences sur plein de sujets. T'en Puis à chaque parles année... dans ces formations-là. Ouais, je fais comme je fais un midi-couleur par année qui est juste comme l'histoire d'une seule couleur. OK. Puis l'année passée, j'ai fait les morts par la couleur. Je sais que ça a l'air Ça veut vraiment dire quoi? dark. C'est les gens qui sont morts parce qu'ils ont une couleur préférée, par exemple. Fait que, OK, je vais juste mettre en contexte. Oui. Pendant longtemps, on se demandait comment Napoléon est mort, OK? Puis Oui. beaucoup de gens ont dit qu'il était empoisonné parce qu'il y avait de l'arsenic dans son ventre. OK. Sauf que maintenant, ce qu'on sait, c'est que la couleur de Napoléon, bon, on l'a toujours su, c'était vert, sa couleur préférée. OK. Puis il a été exilé à l'île Sainte-Hélène où le climat était très humide. Puis à cette époque-là, on utilisait un verre qui s'appelait verre de Scheele qui était fait avec l'arsenic. Et à cause du climat humide, l'arsenic se libérait dans l'air. Fait que Napoléon, il est pas mort empoisonné parce que quelqu'un l'a empoisonné. Il est mort parce que sa couleur préférée, c'était vert, puis l'arsenic se libérait de son papier peint tranquillement. Mais là, ça, on est sûr de ça. là. Oui, oui, ça, oui. C'est prouvé, là. Les historiens, maintenant, corroborent cette histoire. Ben, voyons donc. Oui. Je vais dire ça à mon père parce que c'est son personnage. Fait que là, par exemple, ça, c'est d'époque l'histoire préféré. du verre de Scheele. Mais l'histoire du OK. verre, pas juste le verre, mais le verre de Scheele. Parce que Ouais. Scheele, c'est le gars qui a inventé ce pigment-là. Puis c'est vraiment horrible, mais à Bradford, en 1758, je pense, il y avait comme une vingtaine d'enfants qui ont mangé des bonbons enrobés d'arsenic. Ils sont tous décédés dans les heures qui ont suivi l'événement, mais on a utilisé ce pigment-là pendant 100 ans avant de l'interdire. Il y a des gens qui sont morts, des milliers de personnes. Jusqu'à temps qu'on trouve une autre recette pour le. Après ça, on a créer. réutilisé le verre pour faire l'insecticide dans les rues, le verre de Paris. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver un verre parfait, on utilisait de l'arsenic, on utilisait des... Fait qu'il y a eu des morts dans notre quête de la couleur. Il y a eu le luxe d'avoir des vêtements colorés aujourd'hui. C'est un luxe. Il y a des gens qui sont décédés pour qu'on découvre ces pigments-là. Aujourd'hui, on le prend beaucoup pour acquis. Mais non, il tu n'y sais. a personne qui est au courant de ça, là, Non, Marie. mais là, maintenant, ils sont au courant. Personne n'est au courant. Non, mais je veux dire, j'avais jamais entendu ça. Là. C'est vraiment intéressant. Fait que oui, chaque couleur, ça A son histoire. Puis ça, c'est juste le verre de Scheele, mais il y a toute l'histoire du verre avant, botanique, etc. Moi, ça me fascine. Moi, je suis une nerd de la couleur. Ben oui, Ouais. clairement, Ouais. tu as beaucoup de connaissances. C'est fascinant pour vrai, j'arrête pas de le dire, mais je trouve ça incroyable. Je pense que je vais finir avec ça. Parle-moi de ton aversion pour... Ben, en tout cas, oui. Parle-moi de ton aversion pour le fromage orange, puis j'aimerais ça qu'on parle de colorant alimentaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu vois un mac and cheese dans une assiette? Dans un monde idéal, j'en vois pas, là. Mais pourquoi? Je sais pas, Parce j'ai que toujours je veux vu- juste comme... J'ai fait une story l'autre fois, Ouais. le lendemain de Monuma, j'ai mangé un Kraft Dinner avec des saucisses, puis j'ai fait un post, puis tu m'as dit hey, « j'ai manqué m'évanouir » quand Ouais. j'ai vu ta story. Ah ouais. J'étais comme « calme-toi, Marie. » là. Non, pour vrai, j'ai vraiment... Depuis... Puis je peux pas l'expliquer, mais depuis plus longtemps que je me rappelle, j'ai une phobie du fromage orange. Comme... Je me rappelle comme à l'école, Mais pour- manger à côté d'enfants qui avaient peut-être justement les genres de bâtons avec le... Tu vois, je suis comme Le, toujours... le cheese whiz, là? Tout ce qui est orange, qui Ouais, est ouais. fromagé. Fait que là, moi, j'ai toujours essayé d'être loin de ça. OK. Même à un moment donné, comme je me suis évanouie dans une épicerie, puisque je me suis je suis venue devant du Cheese Whiz, je savais pas Mais qu'elle allait être là. parce que quelqu'un te dit que c'était dégueu puis que c'était gris Non, puis il y a que personne qui c'était... m'a rien dit. Je sais pas, C'était mon inné. corps au complet, comme ça sent pas bien quand il en voit. Puis là, à un moment donné, j'ai vu comme un psy pour essayer de m'en débarrasser. Ben voyons Puis donc. là, le psy était comment? Ben, on va... Il dit, si je t'explique le pourquoi on fait ça, est-ce que ça va t'aider? Je dis, ben, je sais pas pourquoi on fait ça. Il dit, OK, je vais faire une recherche puis on va en reparler. Fait que là, le psy était arrivé avec cette recherche-là, que dans le fond, pourquoi on teignait le fromage orange? C'est parce qu'à la ville de Cheddar, à l'époque, les vaches mangeaient du gazon avec un taux de bêta-carotène élevé. Ce qui fait en sorte que le fromage Cheddar est comme un genre de jaune, OK? Mais les villes avoisinantes, qui avaient du fromage blanc, se disaient, ils gagnent tous les prix, le fromage Cheddar, puis la perception de ce fromage un peu plus jaune T'es comme... élève le luxe. C'était bien vu. Parce que là. la couleur, c'est le prestige à travers l'histoire. Fait qu'ils ont commencé à colorer artificiellement leur fromage et l'appeler cheddar. Fait que c'est pas vrai que c'est gris, là, du cheese whiz, Le à la cheese base, whiz, je là. sais pas. Je pense pas que ça doit être la meilleure couleur, mais Moi, admettons le cheddar d'ordre général. Ouais. Puis là, ben, la compétition a comme dégénéré. Puis aujourd'hui, on retrouve encore du fromage orange, mais c'est parti de cette histoire de bêta-carotène où on voulait comme Colorer le uniformiser. fromage. Ouais, OK. puis là, le bêta-carotène aussi, l'affaire, c'est que le gazon d'été il était plus élevé, etc. Fait que même les villes, on voulait comme uniformiser parce qu'on veut tout le fromage d'une même marque qui soit de la même couleur. Aujourd'hui, on utilise le Roku. Vous irez regarder ça parce que les gens savent pas ce qu'il y a dans du fromage orange. C'est R-O-C-O-U. Puis c'est comme une genre de cosse dans une affaire poilue, mais c'est naturel. Ou OK. du souci qui est comme une fleur
C'est normalement naturel. Il y a des gens qui utilisent du colorant. Peut-être le Cheese Whiz, c'est artificiel, mais... Donc, de nos jours, normalement, c'est dur au cou, on consomme espère. pas trop de colorant artificiel dans ce qu'on mange ou... Oui. Ah, là, c'est mon gros débat. Là, je suis en train de monter une conférence qui s'appelle « Ce que la couleur nous fait avaler », puis malheureusement, il y en a encore là, des colorants dans la nourriture. Les plus importants ont été bannis, mais on est en retard sur l'Europe, sur ce qui devrait être fait. C'est des produits qui sont nocifs pour la santé? Oui, définitivement. Comme si tu regardes ton paquet de M&M, là. J'ai pas regardé tes mini-eggs. Je sais que toi aussi, t'aimes bien les mini-eggs. Je suis très fan. Les M&M, maintenant, c'est écrit en arrière, contient de la tartrazine, peut causer de l'asthme et du TDAH. C'est écrit sur le paquet, peut causer de l'asthme. Parce que la tartrazine, ce colorant alimentaire-là, ça a été prouvé qu'il y a des liens avec l'asthme et le TDAH et l'agitation. Fait qu'un enfant qui a déjà un TDAH et qui mange des M&M, il va avoir de la difficulté à se gérer dans les minutes. Smarties, même chose, parce que c'est la Smarties, couleur. maintenant, ils font des Smarties avec des colorants naturels. Mais tu vois, ils ont pâli, les Smarties, à mon époque. Oui, parce que j'en mange plus de Smarties, j'aime plus ça. Je sais pas si c'est à cause du goût du colorant. C'est ça le danger. Parce que là, tu sais, c'est quoi? Tu viens de rentrer dans le plus gros débat éthique. Là. Je sais qu'on est sur le bord de la fin, mais c'est que les consommateurs disent « OK, je veux plus de colorant alimentaire », mais quand tu le vois, le produit, t'es pas satisfaite de la couleur, puis là, t'en manges plus. C'est quoi? C'est capoté parce que je suis vraiment une fan, puis c'est un peu dégueu, là, je suis vraiment une fan de Kraft Dinner depuis que je suis toute petite. OK, je sais pas combien j'en ai mangé. Ça me rend super confortable. Mais j'en ai vraiment mangé. Excuse, pense pas à ça. Je veux pas que tu fasses un choc vagal, là. Mais où est-ce que je m'en allais? Oui, à un moment donné, ben justement, je pense qu'ils ont enlevé le colorant artificiel du Kraft Dinner. Puis les premières fois que je l'ai mangé, j'étais vraiment déçue. Là. Oui, j'étais comme ça goûte plus comme ça goûtait. Là. Mais regarde comment t'es comme consommatrice, comment c'est difficile pour les marques de gérer ça. C'est que les marques ils ont envie d'enlever leur colorant parce qu'ils veulent pour la santé. Mais là, maintenant, ça goûte plus pareil. Les gens, par exemple, disent les Smarties sont pas aussi bons. Fait que maintenant, je vais racheter des M&M. Fait que là, c'est qui est gagnant? Ceux qui continuent à nous empoisonner. C'est un gros statement. Ouais. OK, bon, on change de sujet. Ouais. J'aimerais ça, Marie, que tu nous parles. Ça a été notre première rencontre, en fait, il y a une couple d'années. Ça a été par rapport à ça. Marie, tu as vécu des problèmes d'infertilité dans ton... En fait, non. Ben non, c'est ça. T'as pas eu de problème d'infertilité. Oui, j'étais avec une femme. C'est que t'étais aux femmes. On s'est rendu compte que ça marchait donc, pas avec deux femmes faire un bébé. On n'est pas capable. C'est un gros problème. On n'est pas capable de devenir enceinte. On a essayé. Donc, sans avoir de problème de fertilité, quand t'es lesbienne, tu dois aller en clinique de fertilité. Effectivement. Bon, excusez, là, Non, mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème de fertilité. On est deux filles, ça marche pas. Exactement. Pas le même problème qu'un couple hétéro, mais bref, non, je comprends. Donc, t'as dû passer par là, ouais. Puis t'as fait un constat quand toi-même été cliente, en fait, d'une clinique de fertilité, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Ben, j'ai regardé les couleurs de mur. Moi, je suis très passionnée par la couleur. Fait que, tu sais... On l'aurait deviné, oui. Fait que là, moi, pendant que je me fais inséminer, je questionne les choix de couleurs au propriétaire de la clinique. Je dis, qui a choisi ça? Pourquoi? Puis là, il m'explique un peu. C'était quelle couleur? Il y avait du orange. Puis là, je disais, est-ce que vous avez choisi ça parce que le orange, c'est la couleur du chakra sacral, qui est une couleur de reproduction dans certaines... Puis là, je demandais ces questions-là, puis il était comme, non, je pense pas que c'est pour ça. Puis je disais, mais ça aurait été une bonne réponse, tu pourrais dire ça à tes patients, que c'est... Puis là, il dit, OK, mais c'est vrai, toi, tu fais ça, hein? Puis là, j'ai dit, oui, c'est vrai, je fais ça, je fais de la consultation. Il dit, parce qu'on est en train d'ouvrir une clinique là, sur la Rive-Sud, puis tu pourrais peut-être conseiller l'équipe de design intérieur. Puis c'est comme ça, là, les pieds dans les étriers, que j'ai signé mon mandat pour les... Hey, ça doit être rare que ça arrive, qu'on signe un contrat, genre, dans cette position-là. Mais... ça, c'était... Ouais, fait que c'est Fertilis, en fait, pour ne pas le nommer. Sur la Rive-Sud. C'est tellement comme une belle entreprise, là. Bon, on est allé photographier, on a fait un article là-dessus, c'était dans le deuxième volume de Canapé. Puis, ce qui est fascinant, c'est que là, tu parles de toi dans la salle, avec tes pieds dans l'étrier quand tu te fais inséminer, mais il n'y a pas juste ça dans une clinique de fertilité. C'est toutes les émotions, c'est que les gens, quand on fait, par exemple, une clinique, c'est tellement important de se poser la question, c'est quoi l'état d'esprit des gens qui vont dans la clinique-là? Fait que oui, comme les gens qui vont là, c'est souvent des gens qui ont des problèmes de fertilité, puis qu'ils ont eu beaucoup de peine, tu sais, ils ont eu des fausses couches où ça marche pas comme ils voudraient. C'est tough, là. Ouais. Fait que comment tu fais pour bien les accueillir? Personne n'a le goût de faire un bébé dans une clinique de fertilité au départ. Faire un bébé, là, c'est pas sexy. C'est ça. Fait que comment tu rends l'expérience à la hauteur de quelque chose qui aurait dû être le fun, puis que c'est pas froid, puis c'est pas clinique, puis c'est comme... Vraiment, je me suis posé des questions pour chacune des pièces. Par exemple, la salle d'échographie. Tu te dis, OK, la salle d'échographie, c'est la plus belle salle, mais c'est la plus laide salle. Parce que dans cette salle-là, à dizaines de fois par jour, t'as une fille ou un couple qui va se faire dire ça marche pas, t'as fait une fausse couche, le cœur de ton bébé bat plus. Ben, en fait, c'est soit la plus belle nouvelle de ta vie ou la pire. Pour plusieurs fois. Pour la même salle. Ouais. Fait comment tu gères ça? C'est tough, hein? Oui. Puis moi, il faut que je choisisse une couleur qui va aider la fille qui vit son cauchemar répété. Puis
une couleur qui va accompagner le moment de joie puis le rêve qui se concrétise pour l'autre qui passe dans la même salle 5 minutes De après. mémoire, c'est vert. Non, là, dans cette salle-là, c'est pêche. C'est pêche. OK, oui. Ouais. C'est Parce que pêche. justement, l'orange, c'est une couleur chaleureuse de proximité, puis c'est une couleur justement dans un moment où peut-être on se sent isolé. On avait besoin de proximité, mais pas un orange comme intense qui nous pousse. Pas celui qui ouvre l'appétit. Quelque chose de doux, puis le pêche, c'est une couleur humaine, c'est une couleur de proximité humaine. J'ai dit, dans cette salle-là, on a besoin d'humanité. On a besoin de sentir, puis le staff fait un travail incroyable, là, justement, à la base. Ouais. Fait que juste d'appuyer cette humanité, puis de se sentir plus connecté. Puis pour moi, il n'y avait même pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres couleurs possibles. Souvent, je présente à mes clients 2 ou 3 options, puis pour cette salle-là, je me suis battue corps et C'est la âme pour seule. qu'on peinture la salle en pêche. Laquelle qui est verte? Il y en a une La qui est salle verte. d'opération. C'est la salle d'opération. Puis là, Oui, puis il y a ça, il y a un peu de vert dans l'entrée aussi. ça, c'est fascinant. Explique-nous pourquoi. Parce que dans les salles opératoires, avant, les salles opératoires étaient blanches. Puis quand on regarde une couleur pendant trop longtemps, ben, on voit sa couleur complémentaire. C'est comme ça que notre œil ne se fatigue pas. C'est quoi une couleur complémentaire? C'est par exemple que si tu regardes le cercle chromatique, ben, la couleur opposée au rouge, c'est le vert. Fait que c'est la couleur OK. qui est comme à l'opposé sur le cercle chromatique. La couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Puis si tu veux savoir la couleur complémentaire de quelque chose, tu fixes, mettons, un spot Il va rouge, changer de couleur. tu clignes des yeux, là, tu vas voir le halo vert. OK. Bon, ben les chirurgiens, pendant longtemps, ils opéraient, puis ils voyaient du sang rouge, puis tous les draps médicaux, etc., c'était blanc. Fait qu'ils se sont dit, un chirurgien intelligent en 1924 a dit, ah ben si on met tous les draps en vert, nos scrubs en vert, les salles d'opératoire, les hôpitaux en vert, mon œil va balayer la pièce du sang au vert, alors mon œil n'aura pas d'hallucination, j'aurai pas de halo. Parce que je vais donner le repos à mon œil quand je vais scanner d'une couleur à l'autre. Et aujourd'hui, juste le simple fait Les habits. d'avoir changé tout ça, les Ouais. habits, les draps, les salles opératoires, ça sauve des vies. Parce qu'imagine un chirurgien à cœur ouvert commence à avoir des hallucinations de halo vert. C'était le cas avant qu'on fasse le changement. Ça a occasionné probablement des situations, là. Ben oui, parce que regarde-les, on a des spots ici dans le Oui, studio, oui. regarde-le pendant 5 minutes. Non, tu sais. moi, je suis ça qui est clair. photosensible, faut pas que je Oui, fasse c'est ça. Ben là, tu Ouais. vas voir la couleur complémentaire. Tu vas avoir des halos bleus, puisque là, les spots sont tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, dans cette salle d'opération-là, à la clinique de Fertilis, c'est les murs qui sont On verts. a mis un peu de vert. Ouais. Puis le vert aussi, ça C'est détend. très doux, là. Oui, C'est c'est un doux. petit C'est verre. pas en même temps, c'est pas des grosses opérations, c'est souvent des ponctions ovariennes, etc. Fait qu'on a quand même mis d'autres accents Ouais. pour la patiente, mais le but, c'est aussi d'aider les gens à faire leur travail. Bon, fait que là, parle-moi de la salle réservée aux hommes. Ah oui, la salle réservée aux hommes, ben, ça s'appelle la salle d'hommes. Mais À quoi qu'elle sert, cette salle-là? En réalité, on pourrait l'appeler la salle de masturbation. Oui, c'est Ouais, ça, carrément. pour être- Ouais. Parce que dans le fond, c'est là où les hommes doivent rendre leur Semence. échantillon de sperme. Oui, c'est ça. Leur semence. C'est tellement mieux dit, je vais dire ça maintenant. Puis j'en ai visité quelques-unes, puis ça me donnait comme... Pas le feeling que Ben, tu sais, pas c'est comme excitant, souvent là. une très petite salle, très blanche, souvent, Ouais. avec beaucoup de stainless, Très une froid, petite là. chaise, il y a comme un écran, puis des magazines porno, tu sais. Puis Ouais. Ça te c'est met pas dans comme le un mood, là. fantasme pour Non. beaucoup de gars d'être dans une salle. Puis après ça, t'as comme une petite porte, souvent, comme une genre de porte de garage Tu mets ton miniature. petit Puis là, pot. tu ouvres la porte, puis il y a quelqu'un qui attend ton échantillon OK. de l'autre côté de la Mm. porte. Fait que pour beaucoup de personnes, c'est très inconfortable de faire ça. Là. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, mais comment on fait pour comme qu'ils oublient pendant 2 secondes qu'ils sont comme dans un hôpital? Parce que là, tu regardes ça, puis tu sens l'hôpital, là, même si tu tamises les lumières. Absolument. Fait que là, on est allé chercher comme. J'avais pas de données. C'est ça, là, je dis où j'extrapole la matière. Parce qu'il y a des données qui démontrent, il y avait une courte étude, c'est 40 couples, que dans le violet, il y avait plus de libido, plus de rapports sexuels. OK. Fait que c'est pas une grosse étude, mais c'est quand même intéressant. Fait que je me suis dit, OK, ben, j'ai pas de données sur la masturbation, mais si on reprend ça, que le violet est évocateur d'une espèce de côté sensuel et sexuel, puis en plus, on le met foncé, ça va comme tamiser la Ah ouais, pièce. c'est Tu sais, on veut moody, la là. rétrécir Mhm. aussi, là, on veut pas l'ouvrir. Tu sais, il y a des pièces, on dit, OK, on veut pas rapetisser, On veut pas- prend... C'est Non, rare là, qu'on on veut le rapetisser, mais là, on voulait On veut rapetisser. créer Ouais. le côté intime. Fait que Ouais. je l'ai rapetissé avec du violet puis tout ça. Fait que des fois, c'est ça, on n'a pas de données. Je me rappelle, le propriétaire dit, ben là, tu as des données sur les couleurs et la masturbation. Mais genre, Écoute, fie-toi sur moi, ouais, Ouais, j'ai un feeling que c'est ça qui est, tu sais, là, qui on est a, bon. on a pris qu'est-ce qu'on avait, puis mais tu rentres dedans, c'est pas le même feeling que les autres que j'ai visités, c'est sûr. Là. Non, mais absolument. Moi, je Ouais. trouvais ça incroyable quand on est allé Ouais. visiter. Puis même que, me semble que tu reprends un peu de cette teinte-là dans la salle d'attente, si je me trompe pas. Tu sais, il y a comme un fil il y a un fil conducteur aussi. Tu sais, aussi, le défi, c'est qu'on représente quand même un des pionniers dans la fertilité, puis on veut un standard de qualité. On peut pas faire comme une couleur différente à chaque pièce, Non, complètement faut que déconnectée. ça fasse du sens. Faut aussi qu'il y ait une marque là, à respecter. Tu sais, la marque, elle a du mauve et du orange dedans. Fait que C'est ça, comment qu'on va- le branding à l'origine, il n'a pas Ouais. été changé quand toi, tu es embarqué dans cette histoire-là. là. non. C'est ça. Fait que, Puis, il y a beaucoup d'œuvres d'art, si je me trompe pas, dans cette clinique-là. ouais, Puis ça, ouais. pour toi, c'est important, tu sais, à intégrer dans des projets commerciaux? Oui, définitivement. Faut mettre de la personnalité dans les espaces, tu sais. Comme faut
Là, après ça, c'est de bien choisir son Ouais. art. Parce que l'art aussi contribue. Les couleurs de l'art vont contribuer à amener. Mais oui, c'est important d'avoir une personnalité. L'ADN de l'espace est véhiculé à travers toutes ces choses-là. Avant d'embarquer dans nos questions en rafale, parce que c'est déjà fini, ça passe je sais, tellement c'est vite, fou. discuter avec toi. T'as-tu quelque chose à dire que tu aimerais qu'on retienne de ce que tu fais? T'as-tu un conseil? Je sais pas, t'as-tu un truc important? Ben, je pense que ce que j'ai envie que les gens retiennent quand ils m'entendent parler, parce qu'on parle de toutes sortes de choses, c'est que la prochaine fois que vous devez choisir comme... On fait comme à peu près 50 000 choix par jour, tu sais, à partir du moment où on s'habille, puis qu'est-ce qu'on choisit pour déjeuner. Dans une journée? Une seule On journée, peut bien ouais, être fatigué. environ. Ben, tu sais, admettons, je prends sur l'autoroute ou les petites rues, j'arrête-tu chercher un croissant ou un café ou je me rends là puis je le prends sur Je place. prends le train ou ma voiture pour Ah aller ouais. au podcast de Ça, tu vois, Canapé j'ai pas Club? fait les bons aujourd'hui. Mais un des premiers, c'est qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Ouais. J'ai envie que les gens, après m'avoir entendu, osent apporter plus de couleurs dans leur quotidien parce que la couleur, ça fait du bien. Des fois, les gens, je pense qu'ils portent du noir par défaut parce qu'ils osent pas. Tu penses quoi du noir? Mais j'ai rien contre. Là, je sais qu'on dirait que j'ai vraiment quelque chose contre les gris. J'ai quelque chose contre la surutilisation d'une couleur sans contexte et sans but précis. Comme si tu portes du noir, il y a une raison, puis tu l'as évalué, c'est pas juste parce que t'es pas confortable dans la couleur. C'est peut-être juste moins compliqué parce que c'est Ouais. comme... J'ai envie que les gens Passe osent la partout. couleur, puis j'ai envie que les gens arrêtent de penser qu'avoir de la couleur chez soi, c'est moins intemporel que du neutre. Ça, c'est le gros point. Ça, c'est là. le point qui me fatigue le plus. Puis la couleur, c'est un moteur de bien-être. Fait que essayez de trouver les couleurs qui vous font du bien. Puis si vous n'avez pas les données pour le faire, de le faire plus intuitivement, de vous attarder. Quelle couleur me fait sentir bien? Je suis bien dans cet espace-là. Vous allez dans un Pourquoi? magasin. À cause de regarde, cette couleur-là. l'espace est coloré, puis je suis Ouais. bien. Ah, c'est quoi les couleurs? Faites, observez, puis essayez d'appliquer dans votre quotidien. C'est ça que j'aime. J'ai envie que les gens adoptent plus de couleurs. Mais j'ai quand même l'impression on s'en va vers un temps. Là, en tout cas, je trouve que depuis 1 an et demi, 2 ans, on en voit davantage. Disons, je me base sur les réseaux sociaux. Là. Je les trouve miens? Non, les réseaux sociaux en général. Je trouve que c'est moins léché, c'est moins parfait, puis c'est Oui. plus dans l'abondance, puis dans la couleur. J'espère. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là. On est venu à bout de ce qu'on on peut a faire avec besoin. le gris. On a besoin de ça. OK, on va finir, Marie, avec 10 questions en Parfait. rafale. Ouais. Là, je sais que tu es capable de parler. On va y aller avec des réponses... Tu vas me timer sur avec- le nombre de mots. Non, court développement. Mais OK. tu peux un petit peu développer. Parfait. Bon, Marie, grosse question. Ta couleur préférée? Oh mon Dieu. Tout le monde pense que c'est vert en passant. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps, ces temps-ci, le vert, c'est le nouveau gris. Parce que pour moi, le vert, Oui. c'est la couleur des 20 prochaines années. Fait que tout le monde pense que c'est vert. Puis j'aime Mais beaucoup le vert. Ça, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que selon toi, le vert, il a pris une place qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années. C'est rendu un neutre. Oui. On peut-tu dire ça, Mais un le neutre? vert, c'est une couleur neutre. C'est la couleur OK. qui est parfaitement au milieu de l'arc-en-ciel, elle est parfaitement équilibrée. Pour moi, le vert, tu sais, tu peux mettre une plante dans n'importe quelle pièce, le décor aurait pu Il est être bleu, n'importe mais quelle ça couleur. marche. Oui. Fait que la même façon, le vert est très malléable et le vert, c'est une couleur neutre. D'ailleurs, si les gens ont peur de la couleur, le vert, c'est un bon début. Là. On peut commencer avec ses softs. On peut là. commencer avec une plante. Parfait. Puis c'est pas vert, en fait. Non. Ma couleur préférée. C'est quoi? Elle varie beaucoup. Je pense que je suis beaucoup influencée parce que j'ai tellement de connaissances par rapport à la couleur que je vais avoir des grosses phases. Fait qu'elle change. Elle change, mais je pense que dans mon corps, la couleur qui m'a toujours représentée, c'est le violet, c'est le mauve. Ouais. C'est vrai, hein? Puis c'est la couleur la plus controversée, d'après ce que je Ouais. comprends. Hein? Ben, c'est une couleur qui interpelle beaucoup les artistes et les personnes qui sont différents, marginaux, puis je me considère comme différente. marginale, donc ça me convient comme narratif. Parfait. Mauve, pas violet, mauve. C'est pas pareil? Ouais, ben ça peut être pareil, ça dépend de quel... Ouais, Mon chum dirait raisin. raisin, parfait. J'aime ça, raisin, c'est Raisin. un beau mauve en plus. Est-ce qu'il y a une couleur que t'haïs? C'est une couleur que t'es pas capable, là, jamais... Mais t'es tellement colorée, j'ai l'impression que t'aimais toutes. Mais y en a-tu une que t'aimes pas? Ben, je te dirais, j'ai pas beaucoup de gris dans mon garde-robe, Ouais, le fameux tu sais. gris. Puis aussi, j'ai comme du noir dans mon garde-robe, puis là, maintenant, c'est vraiment fou, on dirait que j'ai plus le droit de le porter. T'as des collants, en tout cas? Ouais, là, aujourd'hui, je voulais comme avoir du genre de gold ambré. J'avais comme le goût de ça. Fait que j'en porte un peu. Mais on dirait, je pourrais pas venir habiller dans un podcast tout habillé en noir, parce que là, je suis la fille couleur, tu comprends? Non, c'est sûr. Mais Te moi, le permets-tu chez vous? Ah, Pas souvent. c'est fou, mais j'ai l'impression que je porte du noir quand je file pas. Puis après ça, je me dis, OK, non, il faut que je me change, parce que là, je m'aide pas. Faut Ok. que j'aille chercher. Ça te Ouais, j'ai l'impression, démotive. OK, ben mettons, je suis déprimée. Ouais. Ben là, ça va pas m'aider de porter du noir, je vais aller porter du jaune. C'est souvent quand on a moins envie de porter la couleur qu'on en a le plus besoin. Pourquoi on s'habille en noir aux funérailles? Ah, ça dépend des cultures, hein, parce qu'en Belgique puis en Chine, c'est blanc, puis en Italie, c'est supposé être mauve, fait que ça dépend des cultures, mais OK. le deuil est représenté par le noir, puis avant, c'était beaucoup plus que les funérailles, là, par exemple.
les princesses, c'était 2 ans qu'il fallait qu'ils s'habillent en noir, plus les rideaux dans la maison devaient être noirs, les mobiliers devaient être couverts de noir. Il y a de l'histoire, Les là. femmes de chevalier, c'était 6 mois, donc les deuils devaient durer très longtemps. C'est pas juste comme la journée. Ça dépend des cultures. On est moins là. En tout cas, au Ouais. Québec, on est moins là-dedans. OK. Fait que la couleur que tu détestes, c'est le gris ou le noir? Non, c'est plus le gris. Mais je pourrais pas dire que je la déteste. C'est plus comme... C'est pas dans ta palette. Moi, je suis une fille d'affirmation puis d'opinion. Puis le gris, en fait, c'est une couleur de pas d'opinion. Moi, j'en ai tout le temps une. Je comprends. Oui, c'est vrai. Le meilleur duo couleur de tous les temps. De tous les temps, là, c'est tough. Je sais pas de tous les temps parce que j'en ai Mais ton un en ce meilleur moment. à toi, là, selon toi. Le meilleur duo de couleurs, c'est quoi? C'est le plus beau mix qu'on peut faire. C'est quoi? Je sais pas, on dirait parce que là, je suis vraiment influencée par les tendances, là, mais on dirait en ce moment, j'aime vraiment le menthe avec le brun. Comme OK. genre une crème glacée menthe avec les chipettes de chocolat. Je trouve que le visuel de ça est comme écœurant. Menthe, comme un genre de vert pistache, là, Ouais. très pâle. Avec du brun. Avec du brun chocolat, ça, je trouve c'est magnifique. Puis là, en ce moment aussi, j'aime, c'est drôle parce que t'en as beaucoup, mais bleu, Avec un ciel, genre de avec un Bourgogne. Bourgogne. Ouais. Ben, un Ça- bleu, genre. Ça Moi, c'est aussi, cobalt, n'importe- là. ouais. En tout cas, oui. Moi, je suis bien Mais le là-dedans. menthe avec le brun chocolat, on C'est dirait, ça ça me qui- donne faim. Moi, je suis comme une fille de... J'ai tout le temps faim. Fait que si, en plus, Ah, je te un duo comprends, moi couleur aussi. me rappelle quelque chose que j'aime manger, Que tu peux manger, c'est encore c'est mieux. winner. OK, la meilleure couleur pour bien dormir, je pense que tu l'as dit. Non, tantôt, tu parlais des chambres à coucher, mais c'était pour le sexe. Fait que pour bien dormir, c'est... Ben, le bleu, le mauve peut aider à bien dormir. C'est Des apaisant. couleurs apaisantes. C'est juste que là, si par exemple, tu as de la difficulté aussi à t'activer le matin, ben ça t'aide pas à sortir du lit. Fait qu'il faut voir aussi si c'est Ouais, quoi l'après. Je comprends. Ouais. Faut l'analyser. Parce que le bleu, par exemple, va diminuer la température perçue de la pièce. OK? Fait que ça, mettons, t'es quelqu'un qui a pas le goût de te T'auras lever pas du le lit goût de parce que sortir t'es de ton au chaud dans les lit. couvertes, puis là, t'as l'impression qu'il fait 2 degrés de moins. Ah, tu mon t'aides Dieu, pas. oui. Ouais. Ah, ouais, OK. Je pense que tu l'as dit tantôt, mais la meilleure couleur pour performer au travail, c'est peut-être pas la même pour une femme que pour un homme. Ça serait quoi la best couleur pour un bureau, là? Ça, c'est vraiment comme une longue question en développement, mais je te dirais comme d'emblée, sans connaître le travail, sans connaître le genre des personnes qui travaillent, c'est rare qu'on se rompe avec du turquoise, du sarcelle, parce qu'il y a comme l'apaisement du bleu qui peut aider pour les travaux qui sont anxiogènes, le vert qui aide la productivité, l'espèce de jaune qui est un peu uplifting. Fait que turquoise, là, normalement, ça se C'est une prête à bonne beaucoup de couleur personnes. OK, Ouais. parfait. Mais là, ça, je pense qu'on l'a dit, la couleur qui favorise l'intimité dans la chambre à coucher. Mais il y avait le mauve Ouais. qui était suivi par le rouge, mais le rouge peut peut-être causer de l'insomnie, donc j'irais plus avec le mauve de toute façon qui est arrivé en tête. Ouais. Puis la couleur qui ouvre l'appétit, on l'a dit tantôt, rouge ou orange. Oui, je dis tout le temps, comme penser à n'importe quelle chaîne de restauration rapide. N'importe Il y quelle a du chaîne. rouge tout le temps. C'est souvent du rouge ou du orange dans le C'est- logo. c'est vrai, parce que t'as tout le raison. monde sait ça. Ouais. Tous ceux qui Ça me donne sont faim. venus en tête, il y avait tout Puis du les rouge ou du packaging, orange. puis les sacs de chips, toujours du rouge, du orange presque. Absolument, c'est vrai. La meilleure couleur pour apprendre, celle qu'on devrait mettre dans nos écoles. Bon, on l'a mis dans nos écoles parce qu'avant, c'était des tableaux noirs à la craie avec la craie blanche qui était difficile à regarder pour le niveau du contraste. OK. Puis on a vu que le vert, ben, ça maintenait une meilleure Tableau attention. vert. Fait que les tableaux verts, ça a été ça. Mais C'est là, pour maintenant, ça. ça s'en va. À tu sais, cause de... C'est rendu numérique. ben, c'est rendu numérique, c'est triste. Puis les salles de classe aussi, là, ça devrait être... parce que c'est Mais tu sais. c'est-tu vrai que les tableaux verts dans les écoles, c'est parce que ça a été prouvé que c'est meilleur pour l'apprentissage? Je sais pas si c'est pour ça que ça a été massivement répandu, mais c'est meilleur pour l'apprentissage. Donc, c'était un Qu'un bon... tableau noir. C'était OK. un bon move. Mais je sais pas c'est qui l'a fait. On Comme sait pas si c'était voulu. les salles opératoires, je peux te dire c'est quoi le nom du docteur, puis c'est quoi Ouais. la salle, puis c'est quoi le lieu. Mais dans les Je écoles, peux on pas te sait le pas si ça a tracer, été là. pensé. Là, ouais. Mais c'était une bonne idée. La meilleure couleur pour les personnes âgées dont la vision se détériore. Quelle couleur qu'une personne âgée va pouvoir voir jusqu'à la fin de sa vie, même si son cristallin devient jaune? Mais premièrement, je veux dire aux gens qui sont peut-être responsables de ces espaces-là que les contrastes sont super importants. Puis Ouais. que mettre de la couleur, on dirait les gens sont comme ah, mais ils sont âgés, on va comme les ménager. Non. Au contraire, les couleurs sont désaturées, fait qu'on les met Plus, au max. plus éclatante Puis, encore. Tu sais quoi, le jaune, c'est une couleur qui fait du bien à l'âme. C'est une couleur qui peut même aider les gens qui ont de la dépression saisonnière ou qui ont de la solitude. Dans cet endroit-là, il y a beaucoup de solitude. Puis le jaune, c'est la seule couleur qui n'est pas affectée par le filtre jaune qu'on a dans Parce l'œil. qu'il est déjà jaune. Ouais. Ouais. Fait que d'avoir des gros punch jaunes vifs, ça ferait du bien à l'âme des personnes qui sont dans ces espaces-là. Dernière question, Marie. Si tu avais le choix de collaborer avec n'importe qui dans le monde là, pour un projet X, ça serait qui? Parce qu'on on manifeste, nous autres, ici, à Canapé Club, là, fait que let's go, on lance ça. Oh my God, c'est vraiment une grosse question parce que, tu sais, à chaque année, je fais ma liste puis je vais les chercher, tu sais. Tu les coches. J'ai coche. Qui est à cocher encore, qui ne l'est pas? Ben, c'est sûr que Pantone, j'aimerais ça. Qu'à un moment donné, ils disent, OK, ben arrête de guesser notre couleur. Puis Viens on nous la est dans- nommer. Ça, ce serait vraiment comme Genre le... de nommer la couleur Pantone, ça serait ton rêve ultime? J'aimerais ça. Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça. Ce serait Pantone ou WGSN qui sont vraiment comme les entités de prédiction tendance. Ouais. J'aimerais ça Les avoir sommités, là, ouais. l'appel d'une de ces deux compagnies-là. Ce serait vraiment le rêve, là. Ben, on souhaite que ça se réalise Merci. dans un avenir. Merci, Marie, d'être venue. C'est Hey, ça me super fait intéressant. plaisir. Je reviens n'importe quand. Super, merci. Pas en train. Non, en char.